Longtemps, j'ai cherché d'où provenait cette force. Cette force qui nous pousse à rentrer dans l'arène. À balayer d'un revers la pression qui nous submerge. Une détermination de fer dans un gant de velours. Écouter, motiver, recadrer, ajuster sans cesse les moindres détails, les petits riens qui transforment les rêves en exploits. Pour certains, cette force vient d'en haut. Pour d'autres, elle vient de l'intérieur. C'est ce qui nous rassemble, ce langage qui nous unit, ce qui nous permet d'amener une équipe vers le succès, sous les applaudissements de nos fans. J'ai longtemps cherché d'où provenait cette force, et la réponse est une évidence. Adafo Media, l'excellence, la perfection, la précision, la référence de la sous-région. Adafo Media, le futur, vivons-le ensemble. Encore 50 minutes à passer ensemble sur Espace TV. Merci de nous rejoindre dans la deuxième partie de cette émission, les GG sur Radio Espace. Cabinet Condé à la réalisation. Merci à Alassane Diallo, l'homme de nuit. Mafata Sano du côté de la régie. Vous faites le bon choix. Dans un instant, je m'occupe de vous évidemment avec vos messages que nous recevons évidemment sur le 657 39 13 13. La crise post-électorale a fait officiellement 21 morts. C'est le bilan établi donc par le gouvernement guinéen. L'opposition parle d'une trentaine de victimes. Dans une conférence de presse, les ministres de l'administration du territoire, de la sécurité et de la justice ont réaffirmé leur volonté de rétablir l'ordre sur toute l'étendue du territoire national. Les enquêtes seraient déjà en cours pour retrouver les auteurs et co-auteurs donc de meurtres, casses et pillages. À la date d'hier, les tribunaux avaient procédé à 243 interpellations. Les suspects sont manifestants, acteurs politiques et même religieux ayant commis donc ou incité à des actes qualifiés d'ordre criminel. Et en parlant donc d'acteurs politiques, depuis hier, nous avons appris l'arrestation de deux vice-présidents de l'Union des forces républicaines de Guinée, l'UFDG, Dr Fodéoussou Fofana et Kalemodou Yansane, ont été interpellés donc à marge de la rencontre de Cellou Dalein Diallo avec la mission de la communauté internationale présente en Guinée. Les intéressés ont été libérés tard dans la nuit. Et qu'est-ce qui les a valu ces arrestations? Nous posons ces questions ce matin chez les grandes gueules sur Radio Espace Guinée. Aliou Condé, vice-président de l'UFDG, vous allez l'entendre dans un instant sur notre antenne. Et là, Junior Condé du RPG Arc-en-Ciel, vous allez tous les entendre ce matin dans notre émission Les GG sur Radio Espace Guinée. Allez, quelques réactions des auditeurs évidemment sur le 657 39 13 13 avec ces auditeurs évidemment qui nous écrivent. Nous avons Diallo, Elhaj Mamadou Kassa Diallo depuis l'abbé qui nous écrit, qui nous dit la crise électorale en Guinée, c'est la malhonnêteté des personnes de confiance. Voilà, donc il n'y a pas de personne de confiance. Voilà, il veut dire merci beaucoup. On reste avec cet autre aussi qui nous écrit sur le 657 39 13 13. Qu'est-ce qu'il dit lui? Bonjour les grandes gueules. Comment voulez-vous discuter avec une personne qui vous a mis en prison? Franchement, notre pays est malade car qu'est-ce qu'il veut dire exactement? Voilà, on va essayer de partir avec cet autre qui nous écrit sur le 657 39 13 13. Bonjour, ce qui est dangereux dans ce pays, c'est que les loups qui se font passer pour des agneaux passent tout le temps tout leur temps à... Qu'est-ce qu'il veut dire? Appliquez-vous un petit peu, voilà, sinon c'est assez compliqué. Lui, c'est Atnaz Idisra qui nous envoie ce message. On reste dans le sillage avec cet autre aussi qui nous écrit. Bonjour les grandes gueules, bonjour à toute l'équipe. Tout le monde sait ce qui se passe depuis 10 ans. Alcéné depuis Kuntia qui nous envoie ce message. On va rester avec cet autre aussi qui nous écrit. Bonjour Lamine. Je vous dis que la réalité, parce que je comprends pas du tout, voilà, c'est assez compliqué. On y va avec cet autre aussi. Bonjour Lamine. Moi, je vais dire à tous les Guinéens, on doit cultiver la paix, voilà, car la Guinée est une et indivisible. Lui, c'est Bangali Keira depuis Mandiana qui nous envoie ce message. On reste avec cet autre aussi qui nous écrit évidemment sur le 657. Ali Macron, il s'appelle. Je pense que pour décrisper donc la situation, le pouvoir doit faire preuve de bonne volonté, donc de bonne foi, en levant donc le blocus chez le chef de file de l'opposition, voilà, et quant aussi de donner la chance au pays de respirer l'air frais.
C'est pas possible. Donc, ils sont terribles, hein, les auditeurs. Allez, on reste avec lui. Voilà. On va partir avec ce tout message que nous recevons, évidemment. Bonjour les grandes gueules. Bravo et félicitations à Moussa Moïse et à Jacques Lévaleno pour leur courage de dénonciation des faits réels. Voilà. Merci beaucoup. Lui, c'est Damas qui nous envoie ce message. On va rester dans le sillage avec Fatoumata aussi qui nous écrit. Je m'appelle Fatoumata Binta. Il veut dire, voilà, je vous écris depuis Kissoso. Franchement, nous en avons marre de cette dictature. Comment on peut couper l'internet pour 72 heures? Voilà, merci beaucoup. Et on reste avec ce titre. Hein, c'est le dernier message que je vais lire parce que c'est assez compliqué avec les messages. Hein, voilà, tweet, on est beaucoup plus, voilà, ça s'applique mieux hein, sur Twitter. Bonjour les grandes gueules. La démarche de la mission conjointe de la communauté internationale, Moussa Moïse n'a pas de leçon à la donner. Cette démarche est très simple. C'est Lou, c'est autoproclamé vainqueur, alors que la CENI a déclaré Alpha Condé vainqueur, et c'est cet organe qui a fait tout le travail parmi les deux compétiteurs. Qui a raison? Il pose la question. Il faut dire la vérité à celui d'Alain. Lui, il s'appelle Mori Kourouma. Il est du côté de Tombolia. Voilà, il nous envoie ce message. On va aller sur le terrain dans un instant. Le temps pour Mohamed Diaby, évidemment, de joindre Laï Junior Condé, qui nous en a appelé maintenant et qui va intervenir. Mon cher Jacques Lewa. Vous avez eu Aliou Condé, vice-président de l'UFDG. Oui, Aliou Condé qui a plutôt échangé avec Madame Diro, et bien entendu c'est sur cette rencontre d'abord avec la communauté internationale. Déjà on sait ce que nous avons comme compte rendu de la part de la mission elle-même, le président de la commission de la CEDEAO qui a confié à la presse qu'elle a pu discuter bien entendu avec Cellou Dalein Diallo sur toutes les questions. Mais encore une fois, jusqu'aujourd'hui on ne sait pas trop ce que Cellou Dalein Diallo a pu dire, ce que Cellou Dalein Diallo attend ce matin de cette communauté internationale, d'autant plus que nous apprenons que l'ANAD qui soutient la candidature de Cellou Dalein Diallo doit même donner une conférence ce matin. On saura davantage en termes de... En clair, est-ce que les partis sont vraiment impliqués en ce qui concerne les partis politiques membres parce que souvent, de l'ANAD? Ce sont les ministres quand même qu'on rencontre. Enfin, je sais pas. Je pose la question juste pour comprendre. Je parle de cette mission de la communauté internationale. Non, on a rencontré. Les grandes gueules. Bien entendu, on a rencontré le ministère le ministre des Affaires étrangères. Et je crois que on ne peut pas exclure le RPG Arc-en-Ciel dans cette série de rencontres. Je crois probablement et forcément d'ailleurs, on va rencontrer le RPG Arc-en-Ciel, et si on ne l'a même déjà pas fait, ensuite l'UFDG et d'autres formations politiques, peut-être d'autres acteurs, la CENI, même si elle s'est dessaisie déjà de la chose électorale, puisque c'est désormais au niveau de la Cour constitutionnelle que le contentieux va être géré. Allez, on revient dans un instant, Ahmed. En direct ce matin, Laï Junior Condé. Les grandes gueules. Bonjour Laï et bienvenue sur Espace. Oui, bonjour Damien Guirassi et bonjour à tes collègues. Alors aujourd'hui, on parle davantage des efforts à faire pour aller au dialogue. La communauté internationale est présente dans notre pays. D'abord du côté du RPG Arc-en-Ciel, comment est-ce que vous percevez la démarche de cette mission et quoi attendre finalement? Oui, bonjour Jacques. Vous comprenez qu'en ces circonstances de l'état de notre pays, que la parole publique n'est pas du tout aisée. Avant de commencer tout propos, je commence sincèrement par présenter mes condoléances à toutes les victimes de l'intolérance politique et mes compassions à l'endroit de tous ceux qui ont été victimes collatérales de ces troubles politiques qui devaient être prises comme une compétition à l'instant de la Champions League. Maintenant, en ce qui concerne la démarche de la communauté internationale, nous ne pouvons que la souhaiter, parce que même en famille, lorsque dans une famille il y a la bagarre, c'est toujours les voisins qui viennent pour essayer de mettre les fils ensemble. Donc, elle est salutaire cette mission, même si pour le moment, je ne connais pas les dessous de l'affaire à Makari, je demande le bureau politique, parce qu'à date, jusqu'à présent, le permanent du parti n'a pas convié encore les membres du bureau politique autour d'une éventuelle rencontre. Sans quoi, d'habitude,
nous sommes conviés, nous échangeons avec eux. Pour le moment, comme vous, je n'ai fait que constater sur le petit écran. Non, comprenez un peu mon émotion, hein, parce que depuis une semaine, face à cette vague de violence, je ne dirais pas que je suis apeuré, mais je suis un peu inquiet pour mon pays. Nous qui avons modestement vécu très longtemps dans une démocratie apaisée sous d'autres cieux, ce n'est pas notre conception de la politique, ce qui se passe aujourd'hui. C'est vrai que je suis là longtemps, depuis 2010, dans le RPG, j'ai eu à fondre mon parti, j'ai fait les 18% avec le RPG. J'ai fondu mon modeste parti. Je n'ai pas fait de va-et-vient. Je suis constant dans ma position de soutien au président Condé et au RPG Arc-en-Ciel et j'ai vécu toutes les élections. Donc, mais ce degré de violence-là, quand même, un tout petit peu... je vois. Oui. Ça vous a secoué, là, Junior, on comprend très bien. Donc, en clair, l'information principale, si on se réfère à ce que vous dites ce matin, il n'y a pas eu de rencontre pour l'instant avec le RPG Arc-en-Ciel. La communauté internationale n'a pas rencontré le RPG Arc-en-Ciel. Donc, ils sont en train de rencontrer pour le moment. C'est tout à fait normal. Vous savez, les questions protocolaires, le plus souvent, les délégations internationales sont très très friandes de rencontrer les officiels. Ce n'est pas propre qu'à la Guinée. C'est normal qu'ils posent leurs valises auprès des ministres. Bon, même si certains parmi eux ne sont pas. Vous savez, nous sommes un gouvernement de coalition. Ce n'est pas réellement les gens qui sont dans les méandres du parti, mais ils prennent leurs responsabilités étatiques régaliennes, garant de la sécurité, de la diplomatie. C'est tout à fait normal et nous comprenons qu'ils commencent par rencontrer ces derniers. Bon, j'ai ouï comprendre qu'ils vont quitter aujourd'hui, sans quoi d'habitude Ibn Chambas prenait du temps. Lorsqu'il séjourne en Guinée, il a le temps de rencontrer les différents partis, les acteurs, parce que rencontrer alors une mission et autres. Une mission qui finit... Rencontrer l'UFDG et autres, et sans rencontrer aussi le parti qui a organisé et qui a présenté le candidat, je trouve que ça n'a pas de sens. Mais si leur agenda le permet, le parti a son mot à dire, notre perception de la crise, les raisons qui ont... Une question là, une mission, vous l'avez dit, qui finit vite, qui ne rencontre pas le RPG Arc-en-Ciel, dont le candidat a quand même été déclaré vainqueur par la Commission électorale nationale indépendante. Dites-nous ce matin, comment finalement, puisque la crise, elle est là, vous avez déploré ces violences auxquelles nous avons enregistré, il y a eu des morts, comment sortir de cette situation, même si on vous déclare gagnant? Bon, la seule solution, c'est le dialogue. Je crois que la plupart d'entre vous, moi, mes amitiés sont saines et sincères. Vous savez bien que mes amis dans la ville le plus souvent, même si j'ai des amitiés virtuelles sur Facebook, mais vous autres, Jacques, qui m'a presque tendu le micro pour l'une des premières fois de ma petite carrière politique, j'étais encore sur notre radio, mais vous savez très bien que bien avant les élections, moi j'avais dit qu'avant qu'on ne siffle le coup d'envoi, qu'on puisse dialoguer, se regarder. Même dans le football, les deux équipes qui jouent, on ne siffle pas tout de suite le coup d'envoi. Vous voyez très bien que les joueurs font le petit tour pour se serrer les mains et puis on engage. Bon, c'était pas de gaieté de cœur qu'on a entamé cette élection, même si le peuple guinéen, pour une fois que j'assiste à une élection très très élégante, il n'y a pas eu de violence à part des incidents de la paix et de Tokonou, mais c'était l'une des meilleures ambiances électorales que j'ai assisté en Guinée. Donc la seule issue possible, il faut qu'on dialogue. On doit dialoguer les autres en face. Ne sont pas des extraterrestres. Les opposants les plus radicaux, certains d'entre nous se retrouvent aujourd'hui dans notre camp. Voilà pourquoi je parle et je revendique d'ailleurs à juste titre, sans fausse modestie, cette constante. Nous avons eu des opposants des plus virulents
contre notre régime, mais aujourd'hui nous cohabitons si bien avec eux qu'on dirait que nous avons élevé le pouvoir ensemble. Maintenant, le seul Rubicon qui reste à franchir, c'est de dialoguer avec le principal opposant maintenant qu'on n'a plus d'échéance majeure pour qu'on consacre le peu d'années là au développement de ce pays et que nous, on n'ait pas d'argument désormais à placer pour dire que non, on a des mairies, des échéances, députés, tout. Il peut avoir normalement 5 ans de trêve et que nous prouvions à la face du monde de quoi nous sommes capables. Mais pour ce faire, il faut quand même compter avec le principal opposant du régime, qui n'est pas non plus un extraterrestre. Il faut dialoguer avec lui et voir dans quelles conditions nous pouvons apaiser ce pays et se développer. On ne peut pas continuer à les ostraciser. On ne peut pas non plus continuer à glisser vers un phénomène, pas une crise politique, mais nous sommes en train de glisser vers une crise sociétale et qui est extrêmement dangereuse parce que nous qui venons d'ailleurs, j'étais à côté du Rwanda, le génocide rwandais m'a trouvé à côté du Congo, puis j'ai dû marcher du Congo à Libreville à pied lorsque la guerre civile s'était enclenchée en 93. Donc nous connaissons les conséquences de ce qu'on appelle une guerre fratricide. Donc nous sommes en train de toucher le fond. Aujourd'hui, il faut que toutes les bonnes âmes se lèvent pour que nous pensons que pour cette Guinée, dont moi je n'ai plus où aller. J'ai progressé au Congo, j'ai maintenant 50 ans passés, je n'ai plus où aller et il est hors de question pour moi d'aller m'exiler vers des pays voisins. Bien. Donc, que Dieu sauve la Guinée Amen. et que nous entamons un dialogue véritable. Voilà. Aujourd'hui, la parole n'est pas aisée pour moi. Je sais les moments que j'ai passés cette semaine, menacés, des menaces, de s'attaquer à ma famille. Aujourd'hui, à côté, dans la chambre de mon fils, il a des amis d'une autre communauté, ils sont entassés à 3-4 dans sa chambre parce que les gars ont été pratiquement... je comprends très bien, là, Junior. On comprend très bien. Et mon fils est là avec eux. Donc, bien. Tous ces phénomènes, le cœur n'est vraiment pas à la fête. Moi, j'invite au dialogue. Voilà, le dialogue, c'est très important. Là, Junior Condé, membre du bureau politique national. Allez-y, Madame Yero. Monsieur Condé, je sais que c'est très difficile pour vous de vous exprimer, mais quand même, la Guinée, vous l'avez dit, les Guinéens ont voté dans le calme. Comment comprendre un tel degré de violence? Comment en est-on arrivé là? Comment vous pouvez vous expliquer cela? Mais je ne sais pas me l'expliquer. Je ne suis pas un acteur ni un précurseur de ces violences. Je me suis réveillé le matin comme ça, comme vous, pour voir et subir cette violence qui nous a pété sur le visage. Je n'ai pas d'explication à donner. Je ne cherche même pas non plus à remuer le couteau dans la plaie. Ouais. Maintenant que l'omelette est là, il faut la manger. Donc, évidemment. il faut dialoguer. Ouais, dialoguer. Moi, je ne sais pas expliquer, ainsi de suite, parce que c'est un débat politique. Un débat politique, en Afrique, le plus souvent, ce sont des esprits pas très évolués. Parce que les intellectuels, même en Afrique, le fait même qu'ils n'ont pas vécu, vous m'excusez, dans une société démocratique, même quand ils ont été dans les universités communistes, surtout, donner le pouvoir à ceux-ci, ils ne comprennent pas le jeu démocratique, ils pensent que c'est le fadénia. Voilà, moi, ce n'est pas qu'au niveau des analphabètes, mais de l'Afrique, c'est que beaucoup de gens ont été à l'école, mais ils ne savent pas ce que c'est que la démocratie. La démocratie, ce n'est pas pour nous vanter, il faut la vivre, s'habituer avec elle. Et c'est en ayant vécu dans une démocratie qu'on sait ses limites, on sait respecter une minorité, on sait respecter une majorité. Voilà le drame de la Guinée. Et malheureusement, nous sommes parmi ceux-là, tant du côté de l'opposition que de la mouvance. Il y a des gens de la mouvance qui ne sont jamais montés dans l'avion. Il y a des gens de la mouvance et de l'opposition qui ne sont jamais montés dans un avion pour vivre. Alors tout le monde parle de dialogue. Tout le monde parle de dialogue aujourd'hui. Allons au dialogue. Mais comment y aller? Quel est le mécanisme qu'on peut mettre en place pour finalement avoir cette table autour de laquelle Cellou Dalein Diallo et vous de la mouvance allez vous retrouver, bien entendu, avec d'autres qui ont participé à cette élection pour, bien entendu, discuter de tout? À travers votre question, vous me faites désespérer de la Guinée, parce que moi je crois qu'à part l'initiative
qui revient normalement dans un climat de paix au Premier ministre, mais vous avez quand même des contigus et des sages partout ici. En temps normal, vous savez, pour être ministre ou bien s'engager dans les compétitions électorales, certains de vos frères savent courir vers eux, même si moi, ça, ce n'est pas dans ma culture. Je me fie à mon destin, je ne démarche rien pour aucun poste, c'est comme ça. Mais ceci existe, c'est ces autorités morales. Donc, dans un pays, quand les autorités morales ne sortent pas de la voie, la mine, il y a de quoi désespérer de ce pays. Justement, mais je comprends très bien, évidemment, l'amertume ce matin. Là, Junior Condé, merci beaucoup, en tout cas, M. Condé, d'avoir accepté notre invitation ce matin sur Radio Espace Guinée. Merci. Et je souhaite toutes les bonnes chances à votre médium. Merci beaucoup. Bientôt. Là, Junior Condé était en direct ce matin chez les GG. Il se passe dans la vie politique tant d'événements inattendus, bizarres, que la Guinée paraît fumer la moquette. Chez les GG, la politique, vie de société, les grandes gueules, pour l'intérêt de la Guinée. Merci à vous qui nous rejoignez sur Fraternité FM du côté de Mamou. Vous nous écoutez la modulation de fréquence sur 95, évidemment. Mon cher, oui, on a écouté Ahmed, on a écouté la Junior Condé. Oui, ouais. C'est méconnaissable ce matin. Non, mais oui, parce que en fait, je suis très touché par le témoignage de Lai Junior. Ouais. Il a dit une chose qui est vraie. La démocratie, c'est la protection et l'écoute des minorités. Ouais. C'est aussi cela. On sent, en fait, il a mis l'accent là où le bas blesse dans notre pays. Ouais. Il y a des cadres dans ce pays qui ont vécu à l'extérieur, qui sont ouverts à la démocratie des autres, à la culture des autres. C'est un homme brisé qu'on a entendu ce matin. Brisé, moi je le connais très bien. Ouais. C'est un homme brisé. C'est son patriotisme exacerbé qu'il a exprimé. Ouais. C'est très important. Et puis le plus important, c'est qu'il a vécu à la frontière du Rwanda en 94. Il sait, lui, de quoi il parle. Nous, ici, on est là, on parle de guerre, on parle d'affrontement, mais Lai Junior a vécu dans sa chair. Les grandes gueules. Il sait ce que c'est que la guerre, il sait ce que c'est que la guerre ethnique, que le langage ethnique, il sait tout ça. Donc, on le ressent dans sa chair, et c'est très bien qu'on ait fait intervenir quelqu'un comme ça, de ce calibre-là, qui a cette expérience-là. Et la dernière chose que je voudrais dire, moi, je voudrais le remercier, parce que il a dit les vérités. L'exemple qu'il donne de son fils, et il le dit de manière sous-jacente, parce qu'en Guinée, on n'est pas habitué à comprendre le second degré, mais il l'a dit, il a dans la chambre de son fils des gens d'une autre communauté. Et sachant de quelle communauté lui vient, on comprend aisément ce qu'il a voulu nous signifier ce matin. Alors pour cela, je lui dis bravo, vraiment bravo, et j'aimerais que chaque Guinéen retienne cette parole qu'il vient de dire, parce que l'heure est grave, pour que lui en soit, ou plutôt pour que son fils en soit arrivé à accueillir des gens d'une autre communauté, c'est que l'heure est grave. Ouais. On va essayer de partir sur le terrain. Si vous le voulez bien, mon cher Mohamed, joindre Aliou Condé, qui va intervenir dans un instant, évidemment, sur Radio Espace et dans cette émission. Là, l'heure n'a pas la fête, il l'a dit ce matin, oui. Mon cher Jacques Lévalino. Oui, bien entendu, parce que on n'a jamais réussi quand même une élection au terme de laquelle le vainqueur depuis 2010 peut véritablement célébrer. Ouais. Je me rappelle, après le second tour de la présidentielle de 2010, le président Alpha Condé, qui était sorti vainqueur, a dit on va célébrer ça avec modestie. Ouais. En 2015, la même chose, il dit on va célébrer ça avec sobriété. Parce qu'on sort toujours du processus électoral avec des problèmes au plan social, avec des gens qui ont des difficultés de cohabitation, alors que naturellement ou avant, ils s'entendaient bien, ils développent de bonnes relations. Pour des questions politiques, on se laisse encore manipuler. Moi, je vais dire que ce matin, on est en train de dire aux politiques, arrêtez de nous manipuler. Mais nous aussi, refusons de nous faire manipuler. Bien dit, hein, Jacques Lévalino. En direct ce matin chez les GG, monsieur Aliou Condé, vice-président de l'UFDG. Les grandes gueules. Monsieur Condé, bonjour. Bonjour, les grandes gueules. Bienvenue dans les grandes gueules. Hier, Cellou Dalein Diallo, leader de l'UFDG, a reçu à domicile, donc à Dixine, les émissaires de la communauté internationale. Vous y étiez, et que s'est-il passé? Qu'est-ce qu'ils se sont dit?
Bien, merci pour l'opportunité qui m'est offerte pour faire un peu le point. Écoutez, je n'ai pas vraiment grand-chose à dire. On a mis beaucoup de temps, mais c'est que c'est les mêmes problèmes toujours qui ont été ressassés, à savoir le processus électoral. Qu'est-ce qui s'est passé dans le processus électoral? Et le second point, c'est le problème des violences, donc ce qui se passe sur le terrain. Sur le processus électoral, nous avons simplement expliqué à nos hôtes que depuis longtemps, nous avions appelé à ce que les acteurs puissent se retrouver pour essayer de discuter. Nous avons regretté le fait que le comité de suivi qui existait ne se tenait plus. Et chaque fois, on a dit qu'il y a des problèmes qui existent, qui n'ont pas été réglés lors des élections passées. Il était bon que les différents acteurs se retrouvent et qu'on arrive à un consensus. Malheureusement, tout cela n'a pas été. Et eux-mêmes, on les a pris à témoin, par exemple, en ce qui concerne les procès-verbaux des élections. On avait insisté que les procès-verbaux nous soient donnés parce que vous savez que lors des élections communales, la fiche de résultats qui nous avait été remise avait été contestée par la justice, comme quoi ce n'était pas un document valable. Donc on a été débouté et les résultats qui ont été traficotés à la CACB ont été validés. Donc nous avons même saisi la Cour constitutionnelle et malheureusement c'est le lendemain des élections que nous avons reçu l'arrêt de la Cour constitutionnelle qui faisait injonction à la CENI de remettre à chaque candidat une copie du procès verbal. Alors en gros, qu'est-ce que nous avons dit pour le processus électoral? Que tout le problème part du bureau de vote et que toutes les élections qui se sont tenues en Guinée dans la journée, tout s'est bien passé, il n'y a jamais eu d'accroc. Donc les citoyens se sont bien comportés, chacun s'est acquitté de son devoir, ceux qui le voulaient, ceux qui ne le voulaient pas sont restés chez eux. Donc pas de problème. Et tous les problèmes commencent lorsque le crépuscule est là, après, au moment de dépouillement. Et j'ai repris même une expression de M. Brou, lorsque nous l'avons rencontré à l'hôtel Kaloum avant les élections, qui avait parlé de période grise, parce qu'on se plaignait de cette période. Il dit oui, c'est une période grise où tout se passe dans l'ombre. Effectivement, tous les problèmes commencent là. La loi est très claire là-dessus. Elle dit qu'une fois que le vote est terminé, l'urne, on la met dehors et on prend 4 parmi les électeurs présents. On choisit 4 qu'on appelle des scrutateurs. On vide l'urne et on fait les paquets de 100 enveloppes et après on commence à les ouvrir. On fait le décompte. Le décompte est rendu public. Le secrétaire note tout dans le procès verbal qui est lu par le président du bureau de vote, donc qui est rendu public par le président du bureau de vote et affiché. On dit, si c'est comme ça, si cette pratique avait été respectée partout, il n'y aurait eu aucun problème. Malheureusement, c'est là que le bas blesse. Les bureaux de vote, dans leur composition, ont été essentiellement composés par l'administration et la CENI. Dans beaucoup de bureaux de vote, nous n'avons même pas eu droit à des assesseurs. Les assesseurs ont été carrément chassés, ce fut le cas de toute la préfecture de Koya. Oui. Alors, donc, on va revenir sur ça, sur cette rencontre avec la communauté internationale. C'est très important. Est-ce qu'il y a déjà des préalables? Parce que ce qu'on disait depuis le matin dans cette émission, toucher la plaie, c'est assez compliqué. Est-ce qu'il y a eu des préalables déjà? Parce que vous dites, Moussa disait que cette rencontre a démarré à 17h hier jusqu'à... Ouais. Je croyais que Moussa avait déjà expliqué. En fait, vous savez, le problème, ils ont demandé cette rencontre. Ouais. Le président Sello a dit qu'il souhaiterait que la rencontre ait lieu dans ses bureaux. Ouais. Donc, toute la journée, il y a eu des conciliabules. Il a dit qu'il ne peut pas les recevoir à domicile. Il est confiné. Il préfère que ce soit à ses bureaux. C'est une rencontre officielle là-bas. Donc, finalement, en fin de compte, la délégation n'a pas pu, je suppose, n'a pas pu obtenir que la libération du bureau et la sortie de M. Sello. Finalement, on s'est dit de toutes les façons, il faut échanger avec eux et leur donner notre point de vue par rapport à tout ce qui s'est passé. Donc, puisqu'ils ont été des acteurs, avant, et ils viennent maintenant après, il est bon toujours de leur donner notre explication. Donc la condition, si je comprends très bien, M. Condé, ce matin, c'était d'abord de libérer, hein, si on peut me dire ainsi, Ella Sello Denendelo. Absolument, il fallait profiter parce qu'il n'y avait pas de raison qu'il soit incarcéré, il n'y a pas de raison que nous soyons interdits d'accès à nos bureaux, alors que pendant cette période, on nous demande de préparer le recours pour la Cour constitutionnelle. Donc ça nous pose des problèmes. Bien. Donc, évidemment, on a demandé cela, mais bon, je pense que la délégation n'a pas pu l'obtenir. On en a pris acte, que même ça n'a pas été obtenu. Alors, à plus forte raison, maintenant, la vérité des jeunes, c'est ça qu'on se pose des questions. Bien. Des choses aussi pour nous élémentaires n'ont pas pu être obtenues. Ce n'est pas la vérité des urnes qui va être rétablie. Bon, qu'à cela ne tienne, mais nous ne perdons pas espoir. C'est un débat qui doit continuer. Pour l'ancrage de la démocratie, il y a certainement des fois, il faut passer par des étapes. Quand tout le monde n'a pas la même lecture et la même vision de ce que c'est que la démocratie.
Donc ça fait partie aussi de l'histoire, ça fera partie de l'histoire de notre pays. Et c'est pour ça qu'on s'est inscrit dans cette constitutionnelle est-elle effective? Avez-vous pu regrouper toutes vos preuves? Et comment peut se matérialiser votre volonté, celle qui consiste à demander une expertise étrangère sur le contentieux électoral? Non, c'est ce que nous allons faire. Nous avons, je crois, officiellement annoncé, même le président Sello l'a dit, nous avons officiellement que nous allons faire recours, déposer nos recours à la Cour constitutionnelle sans se faire d'illusions, tout comme à la CENI, sans se faire le travail que la CENI a fait. Vous vous rendez compte? Il y a des choses, on n'a même pas besoin de documents. Quand on vous dit qu'il y a eu plus de 100% d'électeurs dans toutes les préfectures, dans un bureau de vote à la rigueur, ça peut se comprendre un peu. Mais dans les 440 bureaux de vote de toute la préfecture, il y a eu plus de 100% de votants. Vous vous rendez compte? Qu'est-ce que c'est? Quand on voit partout ces 98%, 99%, on se demande à quelle élection on est. Donc tout ça, il y a des preuves. Donc il y a des fois, on n'a même pas besoin de preuves, mais d'autres sont là. Quand on prend à Matoto, nous sommes tous à Conakry ici. Quand spécialement on met plus de, je sais pas, 60 de procès-verbaux de côté. Et quand vous regardez tous ces procès-verbaux, généralement, c'est l'eau arrive à arriver devant. Et bien évidemment, ça joue sur le décompte final. Bien. Aliou Condé, vice-président de l'UFDG. Allez-y, Moussa, dernière question. Oui, mais les procès-verbaux, je ne sais pas si je l'ai entendu ou pas. Est-ce que vous les avez tous quand on m'apprend que du côté de la Haute-Guinée, notamment à Cancan, vous n'avez pas pu accéder aux procès-verbaux sur place? Parce que c'est quand même le document, le fameux sésame sur lequel on peut fonder toute réclamation. Oui, il y a des procès-verbaux, on a récupéré certains, d'autres pas. En Haute-Guinée, évidemment, la consigne a été respectée à la lettre. Aucun candidat ne doit avoir un procès-verbal. Ça a été respecté à la lettre. Mais les chiffres qui ont été annoncés, nous étions là, ils ont été captés. C'est sur ces bases qu'on travaille, il y a des captures. Donc ça nous permet, de toutes les façons, comme je vous l'ai dit, sur certains plans, il y a un minimum de logique. Quand on vous donne des scores, il y a un minimum de logique. Mais nous allons étayer. De toutes les façons, nous allons étayer. Je ne vais pas exposer sur la place publique ici tout ce qu'on est en train de faire, mais ça va être fait. Nous allons saisir la Cour. Nous allons la saisir pour montrer dans même d'endroits comment, disons que à partir de la CACB, on a assisté à une autre élection. C'est une autre élection qui a eu lieu. Donc, vous avez les PV sortis des urnes, et après, vous avez eu d'autres PV qui ont été fabriqués, d'autres procès-verbaux. Et hier matin, Monsieur Condé, hier matin, le président de l'UFDG disait qu'il n'avait aucun espoir avec cette communauté internationale. Est-ce que finalement, après la rencontre, vous vous rendez compte que oui, vous pouvez espérer un peu avec la rencontre qui s'est passée? Y a-t-il eu une nouvelle donne qui pourrait susciter une lueur d'espoir par rapport à la sortie de crise? Nous avons eu droit au langage diplomatique, on a pris acte, on va essayer de voir, on essaie d'écouter, voilà, vous savez ce que c'est. Bien. Mais la communauté internationale, on l'a rendu responsable de tout ce qui est arrivé parce qu'elle n'a pas voulu prêter une oreille attentive à la Guinée, au cas de la Guinée. Allez-y, Ahmed. Oui, bonjour, monsieur le vice-président. Oui, bonjour, monsieur le vice-président. Bonjour. Vous avez parlé de crépuscule tout à l'heure, je vous cite, et moi je vous parlerai d'aube. Parce qu'avant le crépuscule, il y a l'aube. Et est-ce que vous ne pensez pas aussi, le technicien que vous êtes là, je ne parle pas à l'homme politique, je parle au technicien, est-ce que vous ne pensez pas qu'il eût fallu aller à ces élections en ayant justement l'exigence absolue, au nom de la République, au nom de la démocratie, d'avoir au préalable réglé l'ensemble des griefs que vous êtes en train de soulever aujourd'hui, qui sont des griefs qui existent depuis 2015, voire 2010. Oui, mais vous ne tenez pas compte du rapport de force, mon cher ami, pour moi. Nous n'avons fait que réclamer cela. C'est ce que je vous dis. Je dis la preuve. La Cour constitutionnelle a accédé à notre doléance, mais nous avons reçu le courrier le 19 octobre, alors que l'élection avait eu lieu le 18, alors que la CENI a refusé de respecter la loi. C'est un bras de fer entre la CENI qui obéit à l'administration et l'administration de l'autre côté qui manage toutes ces rencontres. Donc, évidemment, on ne fait que se plaindre. On se plaint combien de fois, même dans vos radios. On a décrit les failles, les faiblesses. Mais qu'à cela ne tienne, nous sommes partis à cette élection pour mettre à nu justement ces failles et les faiblesses de notre système pour que les Guinéens, qu'on puisse tous s'adresser au mal qui nous ronge pour essayer de trouver une solution. Bien. Parce que ça ne sert à rien de jouer à l'autruche. Merci beaucoup. Ça ne sert à rien de jouer à l'autruche. Il faut que les problèmes soient exposés et que les problèmes nous concernent tous, nous tous, sans exception. Ce n'est pas seulement le politique.
Parce que vous avez vu les conséquences de la vie de tout le monde qui est en danger. Merci beaucoup, monsieur Aliou Condé. Il faut le rappeler, vous êtes vice-président de l'UFDG. Grand merci à vous. Les jeux continuent sur Radio Espace. Les journalistes accoucheurs de vérités diverses, pertinents et rusés, sans langue de bois, cultivés, nécessaires pour des journalistes. Les grandes gueules, des personnalités acquises par le travail, ce qui leur donne poids et légitimité à interviewer tout le monde. L'épopée des grandes gueules ou le socle de la liberté d'expression en Guinée depuis plus de 10 ans. Dans un instant, évidemment, direction Côte d'Ivoire. Nous allons joindre évidemment de ce côté Antoine Kourouma, la Côte d'Ivoire, Madame Liaro, qui vote, on va dire ce week-end. C'est bien oui, cela. ce week-end, et il faut le dire le 31 octobre. Même schéma. Même schéma. Ouais. Situation tendue avec le refus à certains opposants de participer au scrutin. Ouais. Et finalement, Alassane Dramane Ouattara qui avait décidé de rendre, comme on appelle, le pouvoir à une jeune génération qui est revenue sur cette décision et a rempilé pour un 3e mandat. Ouais. Même schéma que ce qu'on est en train de vivre en Guinée aujourd'hui, crise préélectorale, et nous on est en crise post-électorale, mais la situation reste tendue de ce côté. Vous avez vu toutes ces manifestations, des altercations, parce que il faut le dire, la Côte d'Ivoire est un pays qui a vécu la guerre avec beaucoup de morts, et ce qu'on ne souhaite pas à la Guinée d'ailleurs, on est loin de là, il faut le dire. Mais qu'est-ce qui va se passer en Côte d'Ivoire? Parce que un pays qui a des stigmates, qui a perdu autant de personnes, notamment nous avons vu cette guerre où il y avait l'implication, même si ça ne se dit pas aujourd'hui officiellement, notamment tout le monde estime que le parrain de la rébellion était Alassane Dramane Ouattara avec Guillaume Soro, qui était ce jeune étudiant bouillant qui a été à la tête qui a été chef rebelle. Comme il l'a dit, il se réjouit d'ailleurs d'avoir été un chef rebelle, parce que pour lui c'est une façon de changer le monde d'une certaine manière, selon ses explications. Donc les Ivoiriens se rendront aux urnes, effectivement, comme vous l'avez dit, le 31 octobre. Nous avons, comment on appelle, justement notre collègue qui est de ce côté, Antoine Kourouma, qui a d'ailleurs fait un reportage sur ces conflits qui ont commencé de ce côté, mais aussi sur le déroulement et l'engagement des Ivoiriens à aller au scrutin. Il faut espérer aussi que de ce côté, les choses ne basculent pas pour que la Côte d'Ivoire retombe dans cette page sombre de son histoire. Justement, le temps pour la régie de nous envoyer cet élément de reportage, parce qu'on n'a pas l'audio ici à la radio. Allez-y, mon cher Moïse. Vous avez eu quand même 6 élections présidentielles prévues en Afrique de l'Ouest. L'Afrique de l'Ouest quand même va connaître des lendemains qui vont un tout petit peu déchanter quand on sait dans quelles conditions ces présidentielles se tiennent. Mais il faut pour la Côte d'Ivoire être très vigilant. Et je pense que Alassane Dramane Ouattara prend toute la mesure de la situation. Le pays n'a pas fini de panser ses plaies. Là où il y a eu plus de 3000 morts, c'est pas du jour au lendemain qu'on arrive à réconcilier les Ivoiriens. Et ce qui se passe n'augure pas de lendemain meilleur. Vous avez plusieurs dizaines quand même. Vous avez plus Parce d'une que dizaine. quand on parle de participation, en tout cas, j'apprends ce matin avec la rédaction de la Radio Espace, il n'y a que 40% de retrait de carte d'électeur. Donc il n'y a pas d'engouement. Vous avez donc des dizaines de morts. Vous avez au moins plus d'une dizaine de morts. Vous avez la zone de la ville de Dabou qui a reçu la visite inopinée des personnes armées qui sont venues et qui en ont tué 13. Je pense que la situation est suffisamment très grave. Et tout cela en rajoute à la tension ethnique, communautariste qui existe encore dans ce pays entre les Djoula, les autochtones, les Adjoukrou, les Bété et les Gouro. Donc vous comprenez, c'est ma deuxième patrie. Vous comprenez ça, vous comprenez donc tout ça. C'est pas d'ailleurs mon invité dimanche pour parler de cette soirée électorale. C'est pas très différent. C'est pas très différent de ce que nous vivons ici. C'est-à-dire qu'on a réussi à attiser dans ces différents pays-là la fibre ethnique, comme quoi telle et de telle communauté et autres. Mais la Côte d'Ivoire a commencé il y a de cela très très longtemps avec ces questions d'ivoirité et autres. Donc Alassane Dramane Ouattara fait face à plusieurs feux. Ses opposants, dans le plus poignant, qui est à l'étranger mais qui continue de lancer ses missiles sur le processus, et ceux qui sont à l'interne qui continuent de se battre, qui se donnent la main avec le doyen Henri Konabédié, qui a autour de lui tout de même réussi à regrouper Afin Guessan et bien d'autres. Il y a d'autres candidats aussi qui sont fabriqués. Mais il n'y a que 4 candidatures. Il y a 4 candidatures. Mais le candidat, son nom m'échappe, lui c'est quand même un candidat entre guillemets fantoche sur qui il faut pas très bien compter. Mais Alassane, ce qu'il doit préserver par-dessus tout, et ça va être vraiment l'équation difficile à faire, c'est comment permettre à la Côte d'Ivoire de ne pas être divisée comme on l'a connu dans les années 2000. Comment le faire quand on sait
et que ce pays encore n'a pas fini de penser toutes ses plaies. Ouais. Oui, comment ne pas retomber dans une crise post-électorale? Déjà, elle a commencé. Ouais. Et c'est tout simplement dire que ce que nous sommes en train de vivre est quand même l'échec de la gouvernance d'Alassane Ouattara. C'est vrai, quand on parle souvent d'Alassane Ouattara, on parle beaucoup plus des efforts sur le plan économique. Il a posé des actes, il a construit des routes. Bien entendu, mais sur le plan politique, sur le plan social, il n'a pas réussi, n'est-ce pas, à recoller les morceaux, ce qui a été fait bien entendu par les gouvernances précédentes. Il n'a pas réussi, n'est-ce pas, à dépasser ce stade-là. Et dès qu'on parle d'élection, vous voyez les stigmates qui reviennent, n'est-ce pas, sur la surface. C'est ce que nous sommes en train de vivre ici. Ouais. Il y a des similitudes à disons à quelques niveaux, parce que sur l'organe de gestion des élections, il n'y a pas de consensus, et les gens se posent même la question, est-ce que nous aurons des élections en Côte d'Ivoire ce week-end, parce qu'on réclame des réformes au niveau de la commission électorale indépendante, et je ne sais pas comment ça peut se faire à moins d'une semaine de la présidentielle. Et donc les partis politiques d'opposition, le FPI et puis le PDCI, boycottent le processus à ce stade, mais ils disent qu'ils iront quand même à la présidentielle. Donc je ne sais pas trop c'est quoi cette stratégie de boycotter le processus, d'appeler à la désobéissance civile. C'est ce qui est même l'objet de ces violences que nous enregistrons ces derniers temps à Abidjan, mais également dans quelques villes de l'intérieur du pays. Comment finalement obtenir une élection le 31 octobre dans ce climat? Il y a beaucoup de questions à se poser. Ouais, beaucoup de questions à se poser. Allez-y, mon cher Ahmed. Oui, alors il faut quand même que... Bon, il y a deux aspects. Similitude ou pas du tout avec la Guinée? Comment? Similitude ou pas du tout? Il y a... Alors, c'est ce que je dis souvent à mes amis blancs. Il ne faut pas croire que parce que nous sommes africains, on se ressemble tous. On a des cultures différentes, des approches de la vie complètement différentes. Ouais. Donc il faut... Effectivement, il y a des similitudes, des parallèles, mais il y a aussi d'énormes différences avec la Côte d'Ivoire. La preuve, Alassane Ouattara a réussi, en tous les cas, en ce qui concerne l'Afrique de l'Ouest, une politique économique. On ne peut pas lui nier ça. Mais le tissu social s'est désagrégé, mais le vivre ensemble, il n'a pas encore réussi à réconcilier les Guinéens, j'allais dire, les Ivoiriens entre eux. Et ça, c'est un échec de sa politique. Il faut qu'on se le dise. Ensuite, c'est ce que je disais tout à l'heure, sur l'aspect géopolitique de l'Afrique de l'Ouest, la Côte d'Ivoire, sur l'échiquier, est un pion essentiel, comme la Guinée l'est. Et si vous marquez, puisqu'on parle de similitude, lorsqu'il y a eu le problème Ouattara-Gbagbo, les choses se sont passées après l'élection, donc pas avant. Et aujourd'hui, en Guinée, les choses ont été extrêmement bien présentées et bien préparées par la part de l'État. C'est après que les choses se sont mal passées. Dernière chose importante, je crois que si on peut, dans tout ce marasme d'informations qu'on reçoit, si on peut se prévaloir de quelque chose en Guinée, c'est cette formidable nouvelle. Il n'y a que 40% des Ivoiriens qui sont prêts à aller aux urnes, là où la Guinée a voté après. En tous les cas, il y a eu un engouement extraordinaire de la part du peuple guinéen. Ce n'est même pas 40%, c'est 40% de l'électorat. Absolument, non, c'est ce que j'allais dire, j'allais rectifier, c'est 40% de l'électorat, là où quand même 60 à 70% du corps électoral guinéen s'est déplacé. Donc ça, c'est une belle nouvelle pour le pays que je tenais à donner dans tout ce contexte horrible dont nous parlons à longueur de journée. Voilà, à quelques jours évidemment de cette élection présidentielle du côté de la Côte d'Ivoire, on va essayer de partir avec ce grand format signé Antoine Kourouma et Diomandé du côté de la Côte d'Ivoire. Dabou est une ville située à 35 km de la capitale ivoirienne, Abidjan. Ce vendredi, un calme apparent règne. Plusieurs familles ont décidé de partir. La peur s'est installée après les événements sanglants des jours précédents. Vous allez où? Nous rentrons sur Abidjan comme ça. Pourquoi vous quittez la... Bon, à cause de ce qui s'est produit la dernière fois, il y a eu tellement de foufou ici que en tout cas, ça n'allait pas. Qu'est-ce qui s'est passé? En tout cas, vraiment, il y avait les jeunes qui sont rentrés. On ne sait pas où ils sont quittés, mais ça tirait, ça brûlait les maisons, ça égorgeait les gens. En tout cas, vraiment, on avait tellement peur qu'en tout cas, on était dans la maison. Et ce matin, nous constatons que la population ne fait que se déplacer. Les gens sortent un peu, les gens sortent un peu. Bon, c'est ce que nous constatons. Donc ça nous donne un peu froid dans le dos. Nous-mêmes, on veut se chercher.
Le quartier Rhodes est situé dans la périphérie de Dabou et il est habité majoritairement par la communauté Dioula. Le mercredi, il a été le théâtre de scènes horribles. Une bande armée est passée à l'offensive. Le mercredi 21 octobre, les dégâts sont énormes, les victimes aussi. Diallo est un cadre de la mairie de Dabou. Il a tout perdu. Ses agresseurs ont détruit ses biens avant de mettre le feu à tout le bâtiment. J'ai perdu beaucoup de choses parce que madame, tout habit des magasins, ils ont brûlé tout. Il y a une dame aussi, ma deuxième femme faisait location de gaz, brûlé tout. Et puis ma maison a été brûlée. Pourtant, au départ, il s'agissait d'une simple manifestation de rue contre le troisième mandat d'Alassane Ouattara. Les militants de l'opposition ont barricadé la route pour répondre au mot d'ordre de désobéissance civile appelé par leur leader. C'était le lundi 19 octobre. L'arrivée des contre-manifestants a mis le feu aux poudres. Ce mouvement politique s'est transformé en affrontement interethnique entre les autochtones Adjoukrou, présentés comme proches de l'opposition, et les Dioula, proches du pouvoir. Les villages de Pass et d'Agnébi ont été attaqués en premier. Le dimanche uni au lundi, dans les environs de 2h à 3h du matin, il y avait un groupe qui était venu dans le village, ils ont tout pris le village. Et les gens commençaient à crier que la population n'a qu'à sortir, la population n'a qu'à sortir. Les gens ont pris tout le village avec des machettes, couteaux, des gourdins, les armes blanches, envahi le village, ça courait partout. C'est là, moi j'étais dans mon petit coin, où je me débrouille pour manger. C'est là, ils sont venus, ils ont cassé la porte, ils sont rentrés dedans. Le lundi, on était là, et puis vers les 13h, 14h, les gars là sont venus. Les gars étaient quittés à Dabou. Les machettes, couteaux, les poires, les micros, plein d'hommes. Ils sont venus, ils étaient dedans et mes enfants. Quand ils sont rentrés, d'abord il y avait fermé. Donc quand ils sont venus, ils ont cassé et puis ils sont rentrés. De leur donner l'argent. J'ai dit je n'ai pas l'argent. Leurs frères Adjoukou ont cherché par là, qu'ils sont venus, c'est pour brûler le village. D'accord. Ils sont des garçons. Ils disent qu'il n'y a pas de garçons, que je suis sur mes enfants. Et comme ça, ils ont commencé à taper. Ils ont ramassé tous mes poufs, ils ont mis ensemble et puis ils ont mis essence, ils ont mis feu. Dans ce village à Djoukrou, les habitants se demandent pourquoi ces agressions. Pour eux, leurs bourreaux ne sont pas de Dabou, ils viennent d'ailleurs. Mais ce ne sont pas les gens de ce village. Et j'ai vu les forces de l'ordre qui venaient pour intervenir. Ils ont dit qu'il faudrait que les forces de l'ordre prennent distance vers eux. Qu'il faudrait pas que les gens s'approchent à eux. Ce vendredi 23 octobre, quelques jours après ces violences, le général Apollo Alexandre Touré, chef d'état-major de la gendarmerie, s'est rendu sur le terrain pour rassurer les Dabounais. Il a tenu un discours d'apaisement à la mairie pour montrer sa bonne foi. Désormais, c'est la psychose qui règne dans la ville de Dabou. La plupart des lieux de commerce et l'administration sont paralysés, les populations sont inquiètes malgré la présence remarquée des forces de défense qui patrouillent partout. Chez les GG, nous pensons comme JMJ. Dire la vérité. La vérité, qu'elle plaise ou qu'elle blesse, est une pertinente attitude de sagesse. Le journalisme est la plus grande aventure humaine car il est mission, passion, vision, interrogation, immersion, quête de vérité et conquête d'objectivité. Écoutez les GG tous les matins sur Radio Espace en simultané sur Espace TV, Espace Région Bokeh, Labé, Zérékoré, Kindia sur 99.7, Cancan sur 99. Les grandes gueules sur Espace ou la messe des sans-voix. Également aussi sur Radio Espace Guinée. En direct ce matin, Antoine Kourouma, bonjour. Bonjour Amine, bonjour. Bienvenue Antoine. À quelques jours, je le disais tantôt, des élections présidentielles du côté de la Côte d'Ivoire. Le climat sur place, Antoine? Un climat assez calme. Pour revenir sur le reportage qui vient de passer, il faut rappeler qu'on a un grand forum de 13 minutes qui passera bientôt, dans lequel il y a des éléments qu'on n'a pas pu diffuser dans cet extrait. Il faut retenir que parmi les agresseurs qui ont été cités dans cette attaque, il y a Guillaume Soro qui est cité. Et il y a le maire de Dabou, l'ancien maire, qui est de qui on a retrouvé une cache d'armes. Et il semble qu'il est le parrain des personnes qui ont agressé les villageois à Dabou. Apparemment, les personnes qui ont agressé cherchaient à opposer deux communautés parce que chacune dit le pas.
Malheureusement, on a une mauvaise connexion, Antoine Kourouma. On a une mauvaise connexion. Je peux pas continuer, évidemment, avec cette liaison. C'est pas possible. Si vous avez Mohamed, s'il y a un autre numéro, évidemment, ça serait super intéressant. On viendra évidemment sur ce thème. Pourquoi pas demain, voilà, dans cette émission, parce qu'on est pris par le temps, malheureusement. Je pense que cet élément peut nous servir de conseil dans la situation que la Guinée traverse aujourd'hui. C'est pour dire aux Guinéens qu'il n'y aura pas une Côte d'Ivoire pour nous accueillir si on brûle chez nous. Ouais. Il faudrait donc qu'on fasse attention aux actes que nous posons, parce que après tout, quand tu quittes ton pays parce qu'il est en conflit, ailleurs tu seras un réfugié. Donc il faudrait, quelles que soient nos oppositions, il faudrait quand même poser des actes qui pourront permettre au tissu social de ne pas être déchiré. Et malheureusement, nos chefs d'État, et c'est certains conseils à leur donner, il ne faut pas qu'ils utilisent à souhait, à merci, la fibre ethnique, parce que les conséquences sont désastreuses. Ce n'est pas du tout normal ce que ce pays traverse. Je pense qu'au lendemain de la guerre civile en Côte d'Ivoire, j'ai pensé qu'on ne serait pas capable dans ce pays-là de verser une seule goutte du sang. C'est pas possible. Voilà, Madame Yoro, on a appris le décès du président de l'OGDH. Monsieur Abdoulgadir Diallo, nous l'avons appris ce matin. Vendredi dernier, c'était notre invité dans les Grandes Gueules. Il a parlé notamment de la situation que nous sommes en train de vivre aujourd'hui. C'est un grand monsieur, parce qu'il faut le rappeler, Lamine. L'OGDH, quand même, c'est la première organisation de défense des droits de l'homme qui a été créée en Guinée dans les années 90. Ouais. Avec les Baouri, l'actuel politique. Ils ont mis en place cette organisation. À sa tête, en premier lieu, M. Kernoma Yousso, qui est décédé. Il a donc passé la main à M. Abdoulgadiri, un grand fonctionnaire international qui a travaillé, qui a représenté dignement la Guinée, surtout sur les questions des droits de l'homme. C'est dommage qu'on le perde aujourd'hui, parce que je me rappelle que la veille du jeudi, quand je l'ai appelé pour notre édition d'information, notamment quand il y a eu cette déclaration des activistes des droits de l'homme sur la situation de la Guinée, il me disait qu'il était un peu souffrant, mais qu'il allait m'accorder cette interview. On l'a eu le lendemain, on le sentait à travers sa voix qu'il ne se portait pas bien, et il s'est malheureusement éteint ce matin suite à une crise cardiaque. Beaucoup d'activistes des droits de l'homme sont en ce moment réunis à la polyclinique de Dixine, où le corps a été déposé, et certainement l'inhumation se fera courant la journée du côté, parce qu'il habite non loin du cimetière de Cameroun. Ouais. C'est une grande perte, une grosse perte. Un grand activiste qui vient de s'éteindre malheureusement. Paix à son âme. Paix à son âme. Allez-y, Ahmed. Il faut toujours rendre hommage à ces gens qui se sont battus pour leur pays, surtout lorsqu'il s'agit d'un activiste. Moi, j'avais eu des entretiens avec lui. C'est un homme que je respectais énormément. Ouais. Donc vraiment que sa magnifique âme repose en paix. Et je voudrais conclure, parce que tu parlais tout à l'heure de parallélisme avec la Côte d'Ivoire. Il ne faut pas qu'on oublie en Guinée que nous n'avons pas connu le problème d'ivoirité. Personne dans ce pays n'a nié à qui que ce soit sa nationalité guinéenne. C'est la différence aussi avec la Côte d'Ivoire. Ne tombons pas là-dedans. Bien. Ahmed Kourouma, allez-y, Jacques. Pour le doyen qui vient de nous quitter, il faut dire qu'il fait partie de ces Guinéens qui se battent pour faire la promotion des droits humains. Il dénonce les exactions, et ça n'a pas cessé pour les régimes que nous avons connus depuis 90. Il y a eu toujours l'OGDH qui était là pour communiquer sur les exactions qui viennent soit de l'État ou n'est-ce pas des forces de l'ordre. On aurait aimé, en tout cas pour ce processus, quand nous l'avons écouté la dernière fois, qu'il reste là jusqu'à ce qu'on termine, et que bien entendu le combat qu'il menait avec Feu Kernoma Yousso et les autres pour que la justice soit rendue aux victimes qui ont perdu la vie pour le combat politique, puisque c'est sur ce terrain nous enregistrons des victimes dans ce pays, que cette justice-là soit rendue. Ça n'a pas été fait de son vivant, qu'il rejoigne Dieu dans la paix, et que ceux qui restent en vie puissent continuer quand même à se battre. Il ne faut jamais se lasser de défendre les droits humains. Ouais. Élection Côte d'Ivoire, certainement. Allez-y. Oui, quand on perd quelqu'un de cette trempe, on se dit, écoutez, il fait partie de la catégorie des personnes qui n'ont pas vécu inutilement. Parce que quelquefois, il faut que l'être humain, surtout le Guinéen, se questionne sur son utilité sociale. Il faut se poser cette question chaque matin. Je fais quoi? Qu'est-ce que j'apporte à ma société? On ne se pose pas souvent ces questions-là. Justement, nous ne sommes pas des troupeaux. Nous ne sommes pas des troupeaux. Ouais. Donc il faut se poser quelquefois ces questions. Ouais. Et j'avais eu l'ancien directeur, l'ancien représentant de l'OGDH qui est décédé, Kernoma Yousso, sur Immersion Bambeto. Celui qui vient de décéder également, je l'avais également eu sur les massacres du 28 septembre. Je pense que ce sont quand même
des personnes qui sont battues pour leur pays. Il faut leur rendre hommage et j'espère que le flambeau sera repris par une génération encore plus engagée à dire la vérité. On l'espère, hein. Merci beaucoup. Merci à vous tous. Je dois rendre l'antenne, mon cher Ahmed. Voilà. Non, juste une petite dernière chose. J'espère que cet homme sera un immortel. Ouais. Voilà. C'est carrément un artiste qui parle là, Ahmed Kourouma. Merci à vous tous à l'international. Grand merci à Mohamed Diaby qui a réalisé cette émission, à tous nos techniciens radio, à Bokeh, à Kindia, à Labé. Si vous étiez du côté de... quelle région j'ai oublié? Lola, voilà, Zérékoré. Merci à vous tous. Grand merci à Kabine Kondé à la réalisation côté télé, à notre ami Alassane Diallo, l'homme de nuit. Merci à Mafata Sano et à tous ces voyants techniciens du côté de la télé. Dans un instant sur Radio Espace, c'est Arnaud Bécher qui vous allez retrouver pour Zik laisse passer la matinée et sur Espace TV le 20h avec l'équipe de Moussa Moïsila, de Jacques Léo Aleno. Prenez soin de vous. Demain on se retrouve pour d'autres numéros. Allez, au revoir.